Salut à tous, je m'appelle Jason. J'ai 17 ans et j'habite avec ma mère, mon père et ma sœur. On est plutôt une famille normale. J'imagine que je m'en sors à l'école, car je ne suis pas populaire ou autre, car je suis un peu timide, mais je ne suis pas non plus un tocard. Je suis très bon en sport et je veux vraiment continuer là-dedans quand j'irai à la fac, etc. Bref, je vais vous parler de mon meilleur ami Dimitri et de la fille de mes rêves, Amélie. J'ai rencontré Dimitri quand j'avais 10 ans. On était tous les deux à la piscine du quartier et à l'époque j'étais très impulsif. Donc je faisais plein de choses sans réfléchir. Je m'amusais dans la piscine et très vite je me suis rendu compte que je n'avais pas pied. Je ne savais pas nager. Alors oui, c'était grave. Je me suis mis à paniquer et j'ai essayé de crier à l'aide, mais j'avalais plein d'eau. Puis Dimitri est arrivé et m'a aidé à regagner le bord. Il se trouve qu'il était nouveau en ville et était dans le même établissement que moi. Après ça, on est devenus meilleurs amis. Dimitri, c'est ce mec cool, stylé et très beau. Il a toujours été plus populaire que moi et toutes les filles l'aimaient, mais malgré tout, il a choisi d'être mon ami. On s'amusait toujours avec lui. On sortait, on jouait au foot et on faisait les imbéciles. Et il y a cette fille du lycée, Amélie. Elle est très belle et populaire. Elle porte toujours de jolies robes et puis on ne voit qu'elle. Le problème, c'est que je ne suis pas le seul à l'avoir remarqué. Quasiment tous les mecs du lycée avaient un coup de cœur pour elle. Je n'avais aucune chance avec elle. Mais ensuite, il y a eu un pique-nique. Je me suis retrouvé dans le même groupe qu'elle. Alors, je suis allé la voir pour lui parler. Je me sentais si nerveux que je n'arrivais pas à parler. Puis j'ai trébuché sur une branche et je suis malencontreusement tombé dans ses bras. À ce moment-là, j'imaginais qu'on se regardait dans les yeux et elle voyait à quel point je l'appréciais. Puis on s'embrassait, on sortait ensemble, puis on se mariait et on vivait un vrai conte de fées. Mais oui, ce n'était pas la réalité. Dans la vraie vie, j'étais raide comme un bout de bois et j'étais si gêné que je me suis rapidement relevé en marmonnant désolé. Elle a rigolé puis a dit « Pas de problème, j'espère que tu ne t'es pas fait mal ». Bizarrement, on s'est mis à se parler après ça. Les choses ont rapidement évolué entre elle et moi. On parlait beaucoup sur Messenger et je m'asseyais souvent avec elle à la cantine. Elle était vraiment marrante et j'adorais passer du temps avec elle. Puis on a commencé à sortir ensemble. Je devais souvent me pincer pour réaliser que oui, je sortais avec la plus belle fille du lycée. On adorait tous les deux la nature, alors on passait souvent nos week-ends en balade et à explorer de nouveaux coins. Notre premier baiser a eu lieu dans ma chambre. On devait travailler sur un projet en sciences, mais je n'arrêtais pas de la regarder. Elle était si belle. Alors je me suis penché pour l'embrasser. C'était comme s'il y avait des feux d'artifice autour de nous. C'était magique. Après ça, on est devenus quasiment inséparables. J'allais souvent au restaurant avec sa famille et elle venait régulièrement dîner chez moi. Tout allait super bien. C'était ma princesse. Quand elle était là, j'étais heureux et je n'imaginais pas ma vie sans elle. Puis un soir, elle m'a envoyé un message. « Je t'aime ». Ça m'a fait sourire et j'ai répondu « Je t'aime aussi, Amélie ». Puis, à ma surprise, elle a répondu « C'est quoi l'amour au juste ?» Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire, mais avant de pouvoir lui demander, elle m'a envoyé une vidéo d'elle avec « Dimitri ». Mon meilleur ami Dimitri. Puis elle m'a écrit « C'est à ça que le véritable amour ressemble ». Je n'en croyais pas mes yeux. J'ai tout de suite lancé mon téléphone par terre. J'avais le cœur brisé. Comment pouvait-elle me faire ça? Et avec mon meilleur ami? J'ai pleuré pendant des jours et des nuits. C'était terrible. C'était comme si je ne pourrais plus jamais être heureux. Je pleure rarement, alors ma famille était très inquiète et essayait de me consoler, mais ni leurs mots ou gestes ne me réconfortaient. Pire encore, j'angoissais de retourner en cours et de les voir ensemble. Ils ne me rendaient pas la tâche facile. Dès que je suis allé à mon casier, je les ai vus, en train de s'embrasser. Il y avait une rumeur disant qu'ils étaient très amoureux. Elle qui disait m'aimer. C'était tellement douloureux. Dimitri ne semblait pas gêné de m'avoir fait du mal. C'est le problème avec Dimitri. Parfois, il ne réfléchit pas. Il obtient ce qu'il veut sans se soucier de qui il écrase au passage. En plus, on n'était plus aussi proches qu'avant. Car depuis le lycée, il s'était mis à fréquenter des bad boys. Je lui ai dit qu'Amélie était une menteuse et qu'elle le laisserait vite tomber. Mais il a simplement haussé les épaules en disant « N'importe quoi ». Je sais que vous vous demandez sûrement pourquoi je suis resté ami avec Dimitri après ce qu'il m'a fait. Je pense que je suis trop gentil. Mais je ne pouvais pas briser notre amitié de 7 ans à cause de ça. C'était déjà assez horrible de perdre l'amour de ma vie, je ne pouvais pas supporter de perdre mon meilleur ami aussi. Oui, je me sentais trahi et en colère. Mais Amélie avait fait son choix, et ce n'était pas moi. Puis, un soir, j'étais dans le métro pour rentrer chez moi. La seule place libre était à côté d'Amélie. Alors je me suis assis à côté d'elle. Au début, c'était gênant, et on ne se parlait pas. Puis je lui ai demandé «
Pourquoi tu m'as trompé ?» Elle a répondu « Eh bien, Dimitri est plus riche, plus populaire et c'est le mec le plus beau du lycée. Je me suis seulement servi de toi pour me rapprocher de lui. » C'était horrible d'entendre ça. J'étais tellement énervé que je suis resté debout pour le reste du trajet. Le lendemain, j'ai essayé de dire à Dimitri ce qu'Amélie m'avait dit. Il m'a dit que j'étais simplement jaloux, m'a poussé et m'a crié dessus en me disant d'arrêter d'être si aigri. On ne s'est pas parlé pendant 2 semaines après ça. Je me sentais très seul. Mais il se trouve que ni Dimitri ni Amélie n'étaient les personnes que je pensais. Dimitri a essayé de m'appeler, mais j'ai ignoré ses appels. Il m'a aussi envoyé des messages d'excuses maladroits, mais je ne répondais pas. Puis un jour, il est venu chez moi, m'a apporté des chocolats et m'a demandé d'aller me balader dans les bois avec lui. J'ai emporté ma GoPro, car comme je l'ai déjà dit, j'adore la nature et je filme toujours les paysages de mes balades. Je lui ai demandé s'il aimait vraiment Amélie. Et à ma surprise, il m'a dit que les filles c'était comme du chewing-gum. Tu les mastiques et ensuite tu les recraches. Il a dit qu'il se servirait d'Amélie encore une fois, puis arrêterait et la laisserait à ses amis. Puis il déménagerait et recommencerait. C'était très choquant. Je savais qu'il était téméraire, mais je ne pensais pas que le mec qui m'avait sauvé la vie quand j'avais 10 ans pouvait être aussi cruel. Je lui ai dit que je ne voulais plus jamais lui parler, puis je suis parti en furie. Ma GoPro avait enregistré toute la conversation, alors il était temps de venger mon cœur brisé, non ? Le truc c'est que, même si Amélie a été odieuse, je l'apprécie toujours. J'y ai beaucoup réfléchi et j'ai fini par décider qu'elle avait le droit de connaître la vérité. Alors je lui ai envoyé l'enregistrement. Même après l'avoir vu, elle m'a dit que je l'avais modifié pour que Dimitri paraisse méchant car j'étais simplement jaloux. Je savais que ses parents pensaient qu'elle était adorable et innocente. Alors je lui ai dit que si elle ne rompait pas avec Dimitri, je leur enverrais la vidéo. Elle a voulu refuser au début, puis elle a cédé et m'a supplié de ne pas leur montrer. J'ai découvert plus tard qu'elle a continué à voir Dimitri en cachette pendant des semaines. Mais elle a fini par voir son côté obscur. Elle est même venue au lycée pour me remercier de l'avoir aidée et s'est excusée de m'avoir blessé. Je n'avais pas essayé de la protéger de Dimitri car je voulais être sympa avec elle ou autre. En fait, je pensais qu'être témoin d'un crime était aussi grave que de le commettre. J'imagine que puisqu'Amélie avait été méchante avec moi, je ne voulais pas qu'elle soit blessée, surtout pas par cet abruti. En fait, après ça, elle est même venue me voir une fois pour me demander d'être son petit copain à nouveau. Mais bien sûr, je n'étais pas bête. On ne chasse pas sa véritable nature. Alors je lui ai assuré que ma réponse serait toujours non et qu'on devait juste rester amis. Quant à Dimitri et moi, on n'est plus amis. J'ai d'autres amis, mais c'est difficile, car une partie de moi le regrette toujours, mais je n'aime pas la personne qu'il est devenu. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère que vous n'aurez pas à vivre ce que j'ai vécu. Mais si c'est le cas, j'espère que vous aurez le courage de faire ce qui est juste, même si c'est difficile. Salut, je m'appelle Isabelle, et ce sont mes grands-parents qui m'ont élevée. Ce n'est pas que mes parents étaient absents, c'est juste qu'ils travaillaient à New York et que ce sont des dingues de travail. Alors je me suis retrouvée chez mes grands-parents. Ma sœur Béatrice, ou Béa comme on l'appelle tous, vivait avec mes parents. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais c'était comme ça. Mes parents venaient chaque Noël et parfois pour les vacances de Pâques. Mais ne pas les voir souvent était normal pour moi. Puis un été, mes parents et Béa sont venus et m'ont dit qu'ils emménageaient en ville et qu'on allait tous vivre ensemble. Au début, c'était bizarre, car j'avais l'habitude de les voir peu. Mais ensuite, je me suis dit que ça allait être bien, non ? Mais bon, vivre avec sa petite sœur était plus compliqué que ce que je pensais. C'est un peu pénible. En fait, Béa m'a même poussée, moi, une fille normale sans problème scolaire, à faire plein de trucs scandaleux, insensés. Béa est une gamine adorable, mais elle est plutôt timide et elle est parfois un peu collante. Sûrement parce qu'il lui faut du temps pour s'intégrer dans ce nouvel endroit. Donc elle me suit et me colle toute la journée. Mais je ne comprenais pas pourquoi elle copiait tout ce que je faisais. Je portais un jean déchiré, alors elle s'est acheté exactement le même. Je portais du gloss rose, alors elle aussi. J'ai eu un nouveau téléphone pour mon anniversaire et elle a supplié nos parents jusqu'à ce qu'ils cèdent et lui en offrent un aussi. Ça m'embêtait, car j'avais attendu des années pour avoir un téléphone portable et elle en obtenait un juste en insistant. Elle avait sa propre chambre, mais chaque soir elle venait dans la mienne et me demandait de lui raconter des anecdotes sur mes camarades pour qu'elle apprenne à se faire des amis plus vite. On parlait des cours, des garçons, des amis, vous voyez, des trucs de filles. Puis elle s'endormait dans ma chambre. Elle était là quasiment toutes les nuits. Donc nos parents ont fini par nous acheter un lit superposé. Mais ensuite elle est allée se vanter de tout ce que je lui avais dit auprès de ses camarades, pour qu'ils pensent qu'elle est cool, car elle traîne avec les grands et connaît les anecdotes sur eux.
Une fois, elle a dévoilé le secret que ma meilleure amie Léa avait un coup de cœur pour Paul. Et elle a dit à ses amis que je serais sûrement la reine du bal au prochain bal. Quoi? Je ne pensais même pas participer. Jamais. Je me fiche d'avoir ce genre d'attention. Et apparemment, la rumeur s'est répandue. Léa est venue furieuse vers moi et me criait dessus et tout, en disant qu'elle ne voulait plus jamais être mon amie. J'ai essayé de lui expliquer, mais elle ne m'écoutait pas. Et pour le reste de la journée, chaque fois que je passais dans le couloir, les filles populaires rigolaient et disaient des choses comme « Tu te prends pour qui, sérieusement? Comme si tu pouvais être reine du bal !» Je détestais ça. Je voulais juste avoir une scolarité normale et tranquille. Je n'aimais pas être au centre de l'attention, et je ne voulais certainement pas être reine du bal. Ça me rendait dingue. Alors plus tard dans l'après-midi, je suis allée en furie dans la classe de Béa pendant la récré. Je l'ai prise à part et lui ai dit d'arrêter de me ruiner la vie avec ses ragots. Je n'avais pas le temps de lui dire ce qui s'était passé exactement parce que je devais retourner en cours. Mais je me suis assurée qu'elle comprenne et lui ai lancé un regard noir avant de partir. Elle avait l'air assez effrayée. Je suis retournée en classe d'un pas lourd, mais ma colère n'a pas duré longtemps. Car le prof de littérature anglaise m'a mise en groupe pour un projet avec 2 de mes amis et Alain, le mec le plus mignon. C'était l'excuse parfaite de me servir du projet de groupe pour programmer un rendez-vous chez moi. C'était planifié. Il fallait juste que je rentre à la maison, que je mette ma tenue la plus jolie avant d'attendre leur arrivée. J'étais si anxieuse que je me préoccupais même plus de la querelle avec ma sœur. Je lui ai dit avec enthousiasme qu'Alain venait. Et elle m'a aidée à ranger ma chambre et à me faire des tresses. Ils sont arrivés et les révisions n'ont pas duré longtemps. Très vite, on s'est mis à regarder des films et à jouer. Puis Béa a suggéré qu'on joue à 7 minutes au paradis. C'est vraiment gamin, mais les autres paraissaient enthousiastes. En plus, je me suis dit que ça jouerait en ma faveur pour Alain. On a fait tourner la bouteille et quand ce fut le tour d'Alain, Béa a demandé de la faire tourner pour lui. Puis elle m'a fait un clin d'œil et à Alain aussi. Puis je fus horrifiée quand j'ai vu que la bouteille la désignait elle. C'était quoi ça? Est-ce qu'elle va me voler mon coup de cœur maintenant? Cette petite peste! Elle est allée avec Alain dans le placard et après 7 minutes atroces, ils sont sortis en souriant. J'étais énervée, mais j'ai gardé mon calme jusqu'à ce qu'ils partent. Puis j'ai crié sur Béa en lui disant que c'était une ignoble fouineuse et qu'elle ne devait plus m'approcher. Ça s'est tellement envenimé que ma mère a dû venir pour m'arrêter. J'ai claqué la porte de ma chambre et j'ai mis ma commode devant pour que Béa ne puisse pas entrer. Le lendemain, elle a tenté de s'excuser, mais je l'ai ignorée. Elle a même laissé une barre chocolatée sur mon oreiller, mais je l'ai mise à la poubelle. Pour empirer les choses, Alain est venu me voir au lycée et a dit qu'il s'était bien amusé chez moi et que Béa était sympa. Quoi? Donc ils avaient fait quoi au juste dans le placard? C'était horrible. Puis le jour du bal est arrivé. Je n'avais pas de cavalier, Léa ne me parlait toujours pas et essayer d'éviter Béa chez moi m'épuisait. Puis Léa m'a appelée toute heureuse en me disant que Paul l'avait invitée au bal. J'étais vraiment contente pour elle et on s'est réconciliés. Elle m'a invitée chez elle pour qu'on se prépare pour le bal. J'ai pris ma robe, mon maquillage, mais je ne trouvais pas mon crayon à sourcils. J'ai marmonné « Ah, Béa !» car elle avait dû se servir du mien encore une fois. Je savais qu'elle était à l'entraînement de natation, alors je suis allée voir son tiroir pour trouver mon maquillage, mais rien. Puis j'ai vu quelque chose sous son oreiller. On aurait dit le bout d'un crayon noir. Ça devait être ça. Je l'ai sorti, mais ce n'était pas un crayon à sourcils, juste un simple stylo. Il était au milieu d'un carnet, alors j'étais curieuse et je l'ai sorti. C'est là que j'ai aperçu mon nom sur une page. Alors je l'ai pris pour voir ce que c'était. Son journal intime. J'ai lu les premières pages. Elle disait qu'elle m'adorait et qu'elle était heureuse qu'on vive enfin sous le même toit. J'ai trouvé une page en particulier qui était un peu déchirée. C'était le jour où je lui avais crié dessus. J'ai vu que des larmes avaient séché sur ses mots. Elle a écrit qu'elle pensait que j'étais très belle et que je gagnerais le titre de reine du bal et qu'elle voulait juste m'aider à me mettre en couple avec Alain. C'est pour ça qu'elle avait suggéré le jeu des 7 minutes et elle avait voulu que la bouteille me désigne, mais ça n'avait pas marché. Et c'est là qu'elle est allée dans le placard avec Alain. Elle lui avait seulement dit de gentilles choses sur moi. Et elle a découvert qu'Alain avait aussi des sentiments pour moi. Elle a aussi écrit qu'elle avait peur de dormir seule, mais qu'elle ne voulait plus me déranger. Elle a dit qu'elle avait tout gâché et espérait pouvoir retourner dans son ancienne maison. Je me sentais très coupable. Et j'ai pleuré tout le long jusqu'à chez Léa et lui ai tout raconté. Je n'étais pas d'humeur à aller au bal. Alors même si tout le monde me complimentait sur ma robe, je n'étais pas heureuse. Alain est venu et m'a proposé de danser, mais je n'arrêtais pas de penser à Béa.
Je me suis excusée auprès d'Alain pour ma mauvaise humeur et il était très compréhensif. On a fini par discuter dehors et j'ai vidé mon sac en disant que j'avais mal compris ma sœur. Puis soudainement, je l'ai vue avec ses amies au photomaton à l'entrée. Elles avaient l'air de bien s'amuser, sauf elle. Elle avait l'air si triste. Je lui ai attrapé le bras par derrière. Elle s'est retournée et fut choquée. Puis elle s'est retirée pour s'en aller, mais je l'ai retenue en lui disant que j'étais désolée. Je l'ai enlacée et on a toutes les deux pleuré en n'arrêtant pas de se dire qu'on était désolées. Puis soudainement, j'ai entendu mon nom appelé au micro à l'intérieur de la salle. Puis elle a dit « Vas-y, vas-y, ils doivent te remettre la couronne du bal maintenant !» Je te l'avais dit. Il se trouve que je n'étais pas reine du bal, mais j'ai tout de même été nominée. J'imagine que c'est déjà bien. J'avais tort d'être en colère contre Béa. Elle n'a jamais voulu me faire de mal. Je le sais à présent. Plus tard ce soir-là, Léa et Paul sont venus remercier Béa, car c'était clairement grâce à elle qu'ils étaient maintenant ensemble. Puis Léa a fait un clin d'œil à Alain, qui était à côté de moi, et a dit « Tu devrais aussi remercier Béa, car on dirait bien que nous avons un deuxième couple ici. » Quelle gêne! Alors on a tous les deux haussé les épaules en faisant mine de ne pas comprendre de quoi elle parlait. On a passé le reste de la soirée à danser et à s'amuser. C'était bon d'avoir à nouveau ma meilleure amie et ma petite sœur dans ma vie. Je réalise maintenant qu'avoir Béa avec moi tout le temps n'est pas si mal que ça. Oui, elle est parfois pénible, mais tout ce qu'elle voulait c'était être avec sa grande sœur. Et j'imagine que je dois avouer que j'aime bien être avec ma petite sœur aussi. Je suis née dans une famille assez pauvre, donc l'argent était toujours présent dans mon esprit. En grandissant, c'est tout ce que je voulais, avoir de l'argent. Et je ne pouvais pas attendre d'avoir l'âge qu'il faut pour commencer à en gagner moi-même. Je ne pouvais surtout pas supporter la façon dont les gens profitaient des autres juste pour obtenir de l'argent rapidement. Et pourtant, il n'a pas fallu longtemps avant que je devienne comme une de ces chercheuses d'or que je détestais tant. Je m'appelle Jolie et j'ai 20 ans. Vous vous demandez peut-être pourquoi je déteste les chercheurs d'or ? Eh bien, qui ne le fait pas ? Mais pour commencer, ma mère en était une. Oui, c'est vrai. Elle nous a abandonnés, mon père et moi, pour épouser un type riche quand j'avais 5 ans. Je me souviens même pas de son visage. Mais je me souviens encore de ce jour comme si c'était hier. Je criais, je pleurais et je la suppliais de ne pas partir. Mais elle ne s'est même pas retournée. Depuis, il n'y a eu que mon père et moi. Évidemment, mon père a travaillé très dur pour gagner assez d'argent pour m'élever seule. Mais nous étions toujours pauvres. Il travaillait sur des chantiers de construction et les heures étaient longues. Donc sa santé n'a pas tardé à décliner. Une grande partie de son argent a servi à payer les factures médicales et nous nous sommes donc contentés de ce qu'il restait. Cela m'a poussée à beaucoup détester ma mère. Pour moi, c'était la personne la plus égoïste du monde. Mais mon père m'a quand même encouragée à me concentrer sur mes études. Alors j'ai fini par aller à l'université pour continuer à étudier le chinois, ce que j'ai toujours apprécié. Mais au bout d'un an, nous n'avions plus les moyens. Alors j'ai décidé de la quitter et de trouver un emploi pour aider mon père. Au début, j'ai travaillé comme serveuse, mais j'étais assez intelligente et mon chinois était bon. Alors j'ai fini par trouver un autre emploi d'interprète dans une grande entreprise, où j'ai rencontré John. Il était le PDG et aussi la personne qui allait changer toute ma vie. Donc là, j'avais 2 emplois. Et puis même si j'étais épuisée, j'étais vraiment très heureuse. Je gagnais assez d'argent pour m'occuper de mon père. Et il m'en restait aussi pour acheter des cadeaux à mon petit ami. Oui, c'est vrai, j'avais un petit ami qui s'appelait Scott. Et on sortait ensemble depuis 2 ans. Je me sentais comme la fille la plus chanceuse du monde, parce qu'il était super beau. J'adorais lui acheter des trucs, parce que ça le rendait si heureux. Finalement, ma vie s'est améliorée. Mais tout a changé en un clin d'œil. J'ai surpris Scott en train de me tromper avec une femme du même âge que sa mère. Je n'arrivais pas à y croire. Il utilisait sa beauté pour sortir avec des femmes plus âgées, juste pour pouvoir toucher leur argent. Il était aussi mauvais que ma mère. Rien d'autre qu'un chercheur d'or. Seulement, je ne savais pas que j'allais suivre leur pas. Tout a commencé le jour où je l'ai surpris en train de me tromper. J'étais si bouleversée et si malheureuse. Je les avais croisés dans le centre commercial et je les avais vus se tenir la main et s'embrasser. Et tout ce que je voulais, c'était m'éloigner le plus possible de là. J'ai couru dans la rue. Puis je me suis effondrée sur le trottoir et je me suis mise à pleurer. Soudain, j'ai entendu quelqu'un dire « Jolie, qu'est-ce que tu fais ici ?» J'ai levé les yeux et John, le PDG, se tenait là. J'ai essayé d'arrêter mes larmes, mais je n'ai pas pu. Je ne pouvais même pas réussir à parler. Il m'a aidée à me lever et m'a dit de monter dans la voiture.
et d'aller quelque part pour que je puisse me calmer. Puis, nous nous sommes retrouvés dans un bar et j'ai beaucoup bu. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui raconter ce que Scott avait fait. John m'a réconfortée, et puis l'instant d'après, je me suis réveillée et John était allongé à côté de moi. J'étais sur le point de flipper, mais John m'a regardée et a souri, en disant que si je sortais avec lui de temps en temps comme ça, alors il subventionnerait tout pour moi, afin que je puisse retourner à l'université et payer mes frais de scolarité. J'étais choquée. Il a dit que ça devait être notre secret, pour que sa femme ne le découvre pas. J'étais sur le point de dire « Non !» Mais l'idée de pouvoir finir mes études et d'obtenir mon diplôme m'a fait réfléchir à nouveau. Et après tout, John était si gentil, et mon père et moi avions vraiment besoin de cet argent supplémentaire. Alors, l'instant d'après, je me suis retrouvée à hocher la tête, et tout le reste était de l'histoire ancienne. J'étais officiellement devenue l'amante secrète de John, alias une chercheuse d'or. Et laissez-moi vous dire que ma vie est devenue tellement plus facile. Je suis retournée à l'université et j'ai eu plus de temps pour profiter de la vie. Mais en même temps, je n'arrivais pas à me défaire de ma culpabilité. Surtout quand je pensais à la femme de John. Je ne l'avais jamais rencontrée auparavant. Mais je savais, en travaillant dans l'entreprise de John, que son nom était Doris et qu'elle était l'épouse parfaite. J'ai même découvert qu'il n'avait pas d'enfant, parce que Doris était devenue stérile à la suite d'un accident. Cela m'a fait beaucoup de peine. Comment ai-je pu me laisser devenir une maîtresse comme ça? Ce n'était pas bien. Mais quand même, je ne pouvais pas en finir avec John. Vous voyez, j'avais commencé à tomber amoureuse de lui. Oui, vous pouvez dire que j'étais une chercheuse d'or, mais j'avais aussi des sentiments réels pour lui, et lui aussi. Il prenait soin de moi, et j'étais heureuse avec lui. Il était tout à fait naturel que je commence à l'aimer. Et donc, même si je savais que ce que nous faisions était mal, je ne pouvais pas arrêter. Un jour, alors que je marchais vers l'arrêt de bus, un homme s'est approché de moi au hasard et m'a dit que Doris voulait me rencontrer. Oh mon Dieu! Doris savait pour moi? Je me suis sentie si mal tout à coup. Il m'a dit qu'elle voulait me rencontrer tout de suite et je l'ai donc suivie jusqu'à un café voisin où elle m'attendait. Dès que je l'ai vue, j'étais bouche bée. Je la connaissais. C'était la femme avec laquelle Scott m'avait trompée. Ce n'était pas possible. Je n'en croyais pas mes yeux. Quand elle m'a vue, elle avait l'air choquée. Mais elle a dit « Eh bien, on dirait que nous étions destinés à nous rencontrer. Bon, je vais aller droit au but. Vous devez vous éloigner de mon mari. » Quoi? Il est clair que Doris n'était pas l'épouse parfaite que tout le monde pensait qu'elle était. Je lui ai dit « Tu sais que tu ne vaux pas mieux que moi, n'est-ce pas ?» Je me demandais ce que John dirait s'il savait que tu as aussi une liaison. Elle était furieuse. Elle s'est mise à me crier dessus en me disant que John ne la quitterait jamais, qu'elle ne me laisserait pas le voler, ni son argent, et que tout lui appartenait. Puis, elle est partie en trombe. Surprise, surprise, elle n'était avec John que pour son argent. Elle était encore pire que moi. Au moins, moi je l'aimais. Après cette rencontre, la guerre entre Doris et moi a officiellement commencé. Elle a commencé à me dire que c'était elle sa femme et pas moi. Tous les jours, elle se présentait au bureau avec son déjeuner et l'embrassait devant moi. Honnêtement, ça me rendait malade. Non, vraiment, littéralement malade. Mais pas de chance pour elle, l'univers fonctionne de façon étrange. Et devinez quoi? J'étais enceinte. Et c'était une chose que je pouvais donner à John que Doris ne pouvait pas. J'étais si heureuse que j'ai appelé John tout de suite. Il était aux anges et m'a promis de s'occuper de moi et de l'enfant. Il a commencé à passer plus de temps avec moi après ça. Mais un jour, alors que nous étions ensemble, Doris a appelé pour dire qu'elle était malade. Je ne pouvais pas supporter qu'elle interrompe notre moment spécial comme ça. Alors, j'ai fait semblant d'avoir des maux d'estomac et il m'a immédiatement conduit à l'hôpital et a demandé à leur bonne d'aller s'occuper de Doris. Ha! J'avais gagné cette fois. Mais ensuite, quelque chose de choquant est arrivé. Doris est apparue devant ma maison. Quand est-ce qu'elle allait abandonner? J'ai marché vers elle et je lui ai demandé « Que veux-tu encore ?» Elle allait dire quelque chose, mais soudain, mon père est sorti de la maison et a dit « Jolie, qu'est-ce que tu fais ?» Alors, Doris et moi avons fait demi-tour et, eh bien, c'est là que les choses sont devenues encore plus folles. « Doris ?» a crié mon père, surpris.
on aurait dit qu'il avait vu un fantôme. Alors Doris a dit « Thomas ?» Comment se sont-ils connus? Ensuite, mon père a crié « Éloigne-toi d'elle, elle n'est plus ta fille !» Je me suis figée. Doris était ma mère? Avant même que je puisse dire quoi que ce soit, elle a couru à sa voiture et est partie. Je ne voulais même pas voir mon père. Je voulais juste être seule. Cette nuit-là, je suis restée éveillée toute la nuit à penser à tout ça. J'étais en compétition avec ma mère? C'était tellement mal. Qu'est-ce que j'allais faire? J'aimais John et je voulais tellement avoir son bébé. Mais c'était le mari de ma mère! Et puis, tous ces vieux sentiments d'abandon sont revenus. Ma mère nous avait quittés. Et maintenant, elle faisait du mal à John. Elle a juste profité de notre amour et ne s'est souciée que de l'argent. Elle ne s'est souciée d'aucun d'entre nous. Pourquoi pouvait-elle être si égoïste? Je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer. C'était un tel désordre. Finalement, je me suis endormie. Et quand je me suis réveillée, j'ai su ce que je devais faire. Même si c'était ma mère, elle avait besoin d'apprendre une leçon une bonne fois pour toutes. J'ai appelé John et j'ai demandé si nous pouvions nous rencontrer dans notre café préféré. J'étais tellement nerveuse, mais je lui ai tout dit. Comment elle l'avait trompé, et puis comment elle était ma mère. Je lui ai même montré des photos d'elle avec Scott que j'avais prises devant la maison de Scott. John était tellement choqué qu'il m'a juste regardé sans rien dire. Il avait l'air d'avoir le cœur brisé. Et je voulais le serrer fort dans mes bras et le réconforter, mais je savais que je ne pouvais plus le faire. Finalement, John a divorcé de Doris et l'a chassée de la maison, la privant de tout. Et puis, vous n'allez pas le croire, il m'a demandé en mariage. Qu'est-ce que j'ai dit? Eh bien, je suis encore en train de réfléchir. Devenir la femme de l'ex-mari de ma mère me semble un peu étrange. Ma mère a déjà beaucoup souffert. Je ne suis pas sûre de vouloir la rendre encore plus malheureuse. Mais voyons voir. Tout ce que je sais, c'est que je vais bientôt accoucher et élever ce bébé de la meilleure façon possible. Je vais certainement être une meilleure mère que ma mère ne l'était. Ça, c'est sûr. Salut, je m'appelle Émilie et j'ai 17 ans. Avez-vous déjà eu le courage de changer les choses que vous connaissiez trop bien? Si oui, avez-vous rencontré des difficultés? Eh bien, pour moi, oui. C'est plus que de simples changements. Et voici l'histoire de ce qui m'est arrivé l'été dernier. Et c'est vraiment fou. Alors préparez-vous. J'ai grandi dans un petit village de Pennsylvania. Quand je dis petit, je veux dire qu'il n'y avait qu'une population de 85 personnes. Il n'y avait qu'une station-service, 2 petits parcs, une épicerie et, ah oui, une seule école. Si on m'inclut, il n'y avait que 7 enfants dans ma classe. C'est vrai, 7 personnes. Et mes notes étaient parmi les plus élevées. De mes 5 ans à mes 15 ans, j'ai passé la plupart de mon temps avec les 6 mêmes camarades de classe. Après avoir passé de nombreuses années avec eux, la plupart d'entre eux ont commencé à m'énerver. À part Rose. Rose et moi sommes devenus meilleurs amis pour la vie en 3e année. D'autres enfants me taquinaient à propos de mes cheveux roux et me disaient que je ressemblais à une tomate. Mais Rose est apparue à mes côtés et leur a dit de me laisser tranquille. Et à partir de là, nous sommes devenus les meilleurs amis du monde et nous étions pratiquement inséparables. Ma vie était belle, je me sentais en sécurité dans mon petit village où tout le monde se connaissait. Dans une ville, il y avait beaucoup trop de gens à mon goût et trop de pression pour être populaire. Et je ne voulais pas de cela. Je savais que la vie dans un petit village était ce qu'il me fallait. Mais quand j'avais 16 ans, tout a changé. Un samedi après-midi, j'étais chez Rose à regarder un film, quand mes parents m'ont appelé et m'ont dit de rentrer immédiatement à la maison. J'ai trouvé cela un peu étrange, parce que mes parents ne m'appelaient généralement pas pour rentrer à la maison avant qu'il soit tard dans la nuit. Et là, il n'était que 16h30. Pourquoi avait-il besoin que je rentre à la maison? Je suis arrivée à la maison pour trouver Jake, mon frère qui pleurait. J'ai éclaté à haute voix. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui se passait? Me voyant en état de choc, mon père m'a dit « Émilie, on a des nouvelles. » Quelle nouvelle avait été assez mauvaise pour faire pleurer mon frère qui n'était pas du genre émotionnel? Quelqu'un était-il atteint d'une maladie grave? Quelqu'un est-il mort? Oh non, mon chien adoré Sally était-il mort? Puis il a dit « Émilie, on m'a offert un emploi à New York. » Quoi? J'ai crié. Et il l'a accepté. C'est une opportunité incroyable pour nous tous. Et quitter ce village sera bon pour nous. Ce sera une grande aventure, a dit maman. New York?
La plus grande ville de tout le pays? Non, je ne pouvais pas m'y installer. Je ne voulais pas d'une nouvelle aventure. J'étais parfaitement heureuse là où nous vivions maintenant. Et je ne voulais pas partir. Mais même si je boudais, criais ou suppliais mes parents de rester, leur décision était prise et nous déménagions. C'était horrible de le dire à Rose. Elle s'est mise en colère et je me suis sentie très mal. Je ne voulais pas la quitter, mais quel choix avais-je? J'ai passé mon dernier jour en ville avec elle. Nous avons mangé des pizzas, regardé nos films préférés, joué à nos jeux vidéo préférés et d'autres choses du genre. Quand il a fallu que je parte, je lui ai donné ma licorne en peluche pour qu'elle se souvienne de moi. Puis, nous avons pleuré dans les bras l'une de l'autre et nous avons promis de nous envoyer des SMS tous les jours. J'ai donc quitté la sécurité de mon petit village pour m'installer en ville. Notre nouvelle maison était beaucoup plus petite que mon ancienne. Mais au moins, nous pouvions garder Sally. Le premier jour d'école, j'étais terrifiée. Il y avait tellement de gens et je ne savais pas où j'étais censée aller ni ce que j'étais censée faire. Heureusement, les enfants étaient très gentils. Cette fille m'a montré où se trouvait mon casier. Et d'autres enfants m'ont laissé m'asseoir avec eux à l'heure du déjeuner. Après seulement quelques semaines de vie à New York, j'ai commencé à trouver mes repères. J'ai même compris comment naviguer dans le métro. Je me suis faite de très bons amis. Mais cela n'a pas changé le fait que Rose était toujours ma meilleure amie. Je lui envoyais des SMS tous les jours. Et parfois, nous passions des heures au téléphone ensemble. Un mois de vie urbaine s'est écoulé. Et je me suis mise à parler à un garçon de ma classe d'anglais qui s'appelle Adam. Il avait les plus beaux cheveux blonds. Et ses yeux, ils étaient bleus comme le ciel, et l'océan, et une piscine, et... Oui, si vous ne pouviez pas deviner, j'aimais vraiment Adam. Non seulement il était incroyablement mignon, mais il était aussi gentil et drôle. Nous nous sommes liés par notre amour des jeux vidéo et des chiens, et nous sommes vite devenus assez proches. Puis un jour, il m'a invitée chez lui. Ensuite, et devant une pizza géante et ce film, il m'a dit qu'il m'aimait bien et m'a demandé d'être sa petite amie. J'ai tout de suite dit oui. J'étais si excitée et j'avais hâte de le dire à Rose. Mais elle n'avait pas l'air très enthousiaste. Pendant quelques mois, tout a été parfait pour moi. La vie à l'école était géniale et j'avais des amis géniaux et un petit ami incroyable. Malheureusement, Rose et moi sommes éloignés l'une de l'autre. J'avais à peine le temps de lui parler au téléphone tous les soirs. C'était comme si notre emploi du temps était devenu différent. Elle appelait toujours quand j'étais occupée. Et quand je lui répondais par SMS, elle n'était pas là. Je sais qu'elle s'est toujours souciée de moi, mais ma vie très occupée m'a tout simplement emportée. Je me suis dit que ce n'était pas grave, car les choses changent et les gens ont des amis différents, bien que moins souvent qu'auparavant. Rose et moi avons continué à discuter chaque fois que nous en avions l'occasion. Une fois, je lui ai dit que je sortirais avec Adam dans un restaurant chic le lendemain. Chaque fois que je lui ai parlé d'Adam, elle n'avait pas l'air d'être d'accord. Mais cette fois-là, elle a exprimé son excitation et m'a posé beaucoup de questions sur notre rendez-vous. Ça m'a fait beaucoup de bien. Le jour venu, je suis allée retrouver Adam au restaurant qu'il nous avait réservé. Je suis entrée et j'ai attendu environ 20 minutes qu'il se montre. J'ai commencé à m'impatienter et j'ai demandé à un serveur s'il avait vu entrer un garçon aux cheveux blonds et aux yeux bleus. Le serveur m'a dit que oui, mais qu'il était parti avec une grande fille aux longs cheveux bruns et aux yeux marrons. Quoi ? Qui était la fille avec laquelle il est parti ? Et pourquoi ? J'ai pensé à toutes les personnes que je connaissais qui correspondaient à cette description. Je n'ai pensé à personne, sauf à Rose. Mais elle vivait à Pennsylvania. Pourquoi serait-elle ici, à parler avec mon petit ami ? J'ai décidé d'appeler Adam, mais il avait l'air étouffé, et j'ai entendu une fille parler en arrière-plan. On aurait dit qu'ils se disputaient. Puis l'appel a pris fin. C'était vraiment bizarre. Que s'est-il passé ? Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Alors je suis rentrée chez moi. Sur mon chemin, j'ai eu l'impression que quelqu'un me suivait. Et j'ai alors réalisé qu'une voiture roulait très lentement après moi. Quand j'ai essayé de m'arrêter, elle s'est aussi arrêtée. Oh mon Dieu, est-ce que cela avait quelque chose à voir avec moi ? Je me suis sentie terrifiée. Et j'ai commencé à courir aussi vite que possible jusqu'à ce que j'arrive chez moi. J'ai fait demi-tour et j'ai vu cette voiture garée devant chez moi. Je tremblais en essayant d'ouvrir la porte. Et comme je le faisais, Sally a passé devant moi et a couru vers la voiture. Je ne l'avais vue agir de la sorte qu'à chaque fois qu'Adam venait. Elle aimait vraiment Adam. « Attends, Adam !» C'était ça, Adam était dans cette voiture. Était-ce une blague ? J'ai couru pour voir ce qui se passait.
Là, sur le siège du conducteur, il y avait Rose. Et à ma grande surprise, Adam était attaché sur le siège arrière. « Rose !» j'ai crié. « Que fais-tu ici à New York avec mon petit ami ?» Adam a crié. « À l'aide !» Elle m'a dit que tu m'attendais dans sa voiture, puis elle m'a kidnappée. Rose s'est rapidement retournée et m'a regardée en face. « Oh, salut Emily. Qu'est-ce que tu fais avec mon petit ami ? Ce n'est pas un bon gars pour toi, Emily. J'ai besoin que tu rompes avec lui maintenant, ou sinon je vais l'emmener loin pour que tu ne le retrouves jamais. Tu es folle ? On ne va pas rompre juste parce que tu me demandes de le faire. Maintenant, laisse-le partir. » J'ai marché jusqu'à la porte du passager pour rejoindre Adam, mais la voiture s'est mise à rouler. Vite, j'ai couru après la voiture, mais j'étais trop lente. Mais Sally a couru après elle aussi, et elle ne s'est pas arrêtée. Elle a failli se faire renverser, alors qu'elle se faufilait entre les voitures jusqu'à ce qu'elle soit hors de ma vue. J'avais tellement peur. J'étais sur le point d'appeler les flics quand j'ai vu une voiture de police passer devant moi. Comment l'ont-ils déjà su ? Qui a appelé le 911 ? Je me suis retournée et j'ai vu ma mère se tenir dehors avec le téléphone qui me faisait des signes nerveux. Elle avait vu toute la scène et a appelé la police. Merci, maman. Je ne pouvais plus rien faire maintenant, sauf attendre. C'était horrible. J'étais si anxieuse. Environ 1 heure plus tard, une voiture de police s'est arrêtée à notre maison. Le flic est sorti et a ouvert la porte arrière et Sally est sortie. J'ai couru jusqu'à la voiture de police et j'ai embrassé Sally. Elle était en sécurité. Mais qu'en est-il d'Adam ? Le policier m'a dit qu'ils avaient poursuivi la voiture sur près de 3 kilomètres, jusqu'à ce qu'il la coince dans une impasse. Il a dit que Rose était très féroce et qu'elle avait essayé de résister à l'arrestation, mais qu'il l'avait emmenée au poste. À mon grand soulagement, Adam allait bien et il l'avait ramenée chez lui. Ouf ! Je n'ai pas compris. Rose était ma meilleure amie. Pourquoi aurait-elle essayé de faire du mal à mon petit ami ? J'ai appris plus tard que Rose était atteinte d'un trouble bipolaire. C'est un trouble qui provoque chez les gens des sautes d'humeur extrêmes et qui les pousse à faire des choses qui ne sont pas dans leur caractère et qui les rendent fous. Rose traversait beaucoup d'épreuves. Et quand je n'étais plus là, son père avait quitté la maison aussi. Je ne le savais pas, car elle ne me l'avait pas dit. À l'époque, je ne lui parlais pas beaucoup, mais je ne m'attendais pas à ce que la séparation ressentie par Rose soit trop importante pour elle et puisse la conduire à un trouble bipolaire. J'étais son unique amie à l'époque. Elle voulait donc qu'elle soit mon unique amie aussi. Mais Adam est apparu et l'a rendue peu sûre d'elle et sérieusement jalouse. Heureusement, il n'y a pas eu de conséquences graves. J'espère vraiment que Rose recevra le traitement approprié pour son trouble. Nous ne sommes peut-être plus aussi proches, mais à mes yeux, elle sera toujours la fille qui était là pour moi quand on se moquait de moi. Et je regretterai toujours de ne pas avoir été là pour l'écouter davantage quand elle en avait besoin. Je suis toujours triste de tout cela. J'essaye de voir les choses sous un angle positif. Les choses se passent bien avec Adam, et je suis heureuse ici. Il s'avère que la vie en ville était bonne pour moi après tout. Que ce soit en amitié ou en amour, les gens ont toujours besoin de leur propre espace. Et parfois, aussi triste que cela puisse être, les gens se séparent. Cela arrive dans la vie. Être trop jaloux n'aide pas à réparer les choses. Cela ne fait que repousser l'autre plus loin. Hey, je m'appelle Martine, j'ai 17 ans et tout le monde me considère comme un aimant à filles. Je n'y peux rien, je suis tout simplement irrésistible pour les dames. C'est quelque chose dont je suis fier. Je veux dire, être capable de séduire n'importe quelle fille que j'aime, c'est un accomplissement, n'est-ce pas ? Je ne blâme pas les filles. Je me trouve irrésistible aussi. Je suis beau, riche et je peux charmer les oiseaux dans les arbres. Si je pouvais sortir avec moi-même, je le ferais. Oui, j'aime flirter avec les jolies filles, mais je suis célibataire depuis un moment maintenant. Par choix. C'est simple, les filles sont trop compliquées. Elles commencent par être gentilles et innocentes, mais quelques mois plus tard, elles se transforment en psychopathes possessives, vérifiant mon téléphone, m'accusant de les tromper et boudant quand je passe du temps avec mes amis au lieu de regarder une comédie romantique débile avec elles. Je crois que lorsqu'une relation tourne à ce point au vinaigre, il n'y a qu'un moyen de la sauver. Cependant, ma dernière ex, Zoé, était presque impossible à quitter. Quand je lui ai dit que je ne voulais plus être avec elle, elle est devenue folle. Après 355 appels manqués et 1026 messages sans réponse, elle ne semblait pas comprendre le message. De plus, elle a lancé une rumeur à l'école selon laquelle je l'avais mise enceinte et que je l'ai abandonnée. Elle et mon enfant à naître. Une après-midi passée à expliquer au directeur que Zoé mentait n'était pas une partie de plaisir pour moi. Zoé avait besoin d'être arrêtée, alors j'ai demandé de l'aide à mon meilleur ami Lucas. Oh, je ne vous ai pas parlé de Lucas. Ce n'est pas seulement un ami, c'est mon acolyte.
Chaque fois que j'ai besoin de lui, il est venu sans poser de questions et a fait tout ce que je lui ai demandé. Lucas est un gars timide et un peu loufoque. C'est peut-être pour ça qu'il aime être ami avec un garçon rusé comme moi. À cette occasion, je lui ai passé une tenue de flic et lui ai dit de demander d'aller chez Zoé. Je me suis caché derrière la clôture et je regardais quand elle lui a ouvert la porte. Elle ne l'a pas reconnu. Au contraire, elle a complètement paniqué quand il lui a dit que si elle continuait à me calomnier, elle devrait l'accompagner au poste. Elle a fondu en larmes et a promis qu'elle ne mentirait plus jamais. Puis un jour, Lucas est venu me voir et m'a dit qu'il avait besoin de mon aide. Bien sûr mon pote, tout ce que tu veux. Il a dit qu'il avait le béguin pour cette fille, mais qu'il ne savait pas quoi faire pour obtenir ces infos. Oh, mon garçon est amoureux. Facile, laisse-moi faire. Le lendemain, nous sommes allés au centre commercial et il m'a montré cette fille. Il s'est avéré qu'elle est mignonne et qu'elle travaille dans un magasin de vêtements. Les vacances d'été venaient de commencer. J'étais donc le plan parfait pour aider mon frangin à séduire cette fille. Je lui ai dit de postuler pour un emploi à temps partiel là-bas, mais il a immédiatement refusé disant qu'il était beaucoup trop nerveux pour le faire. Le lendemain, je suis donc allé au magasin, j'ai montré mon CV au patron et j'ai demandé un emploi. Mais il a dit qu'il n'y avait pas de poste vacant. Soudain, un type qui travaillait là est venu nous voir et a démissionné. Bingo, j'ai eu le boulot. Oui, j'ai dû payer à ce type 2 mois de salaire en échange de sa démission. Mais bon, tout ça pour mon frangin. L'argent, ce n'est pas ce qui me manquait. Bref, premier pas fait. Donc j'ai commencé le travail et toutes les filles qui travaillaient là-bas ont immédiatement afflué autour de moi. Comme je l'ai déjà dit, je suis un aimant à filles. Enfin, toutes sauf la fille que Lucas aime. Elle n'avait pas l'air de s'y intéresser. J'ai quand même découvert son prénom. C'était Alice. Les jours suivants, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de parler à Alice pour apprendre à la connaître. Mais elle continuait à m'ignorer. Je savais que je devais améliorer mon jeu. Alors, quand j'ai appris qu'elle faisait des heures supplémentaires, j'ai saisi ma chance. Quand je rangeais des choses dans l'entrepôt, j'ai fait exprès de laisser tomber une boîte sur la tête de mon patron quand il est passé. Ne vous inquiétez pas, ce n'était pas lourd. Il n'était pas très content et m'a fait faire des heures supplémentaires. Bingo. Super. Il n'y avait que moi et Alice seuls dans le magasin. Elle avait l'air épuisée alors je lui ai passé de l'eau et lui ai dit « Tu es fatigué, rentre chez toi, je peux te remplacer. » Elle a regardé le verre d'eau et a souri. « Je vais bien, tu n'es pas fatigué de me courir après et de n'arriver à rien? Je sais quel genre de garçon tu es. » Puis elle s'est levée pour continuer à travailler et m'a complètement ignoré. Une fois de plus, j'ai échoué. Il est temps de passer au plan B. J'ai convaincu Lucas de faire semblant d'être célèbre et de venir au magasin. Je lui ai dit de payer des filles pour qu'elles lui demandent des autographes et des photos quand il entrerait. Le plan était qu'il demande conseil à Alice, qu'elle soit intéressée et qu'elle craque pour lui. Un plan parfait, hein. Ouais, ça ne s'est pas si bien passé. Il s'est pointé en ressemblant à une sorte de clown. Je lui ai dit de s'habiller de manière vive, mais je ne voulais pas dire qu'il devait s'habiller comme s'il avait volé un arc-en-ciel. Aucune des filles qu'il avait payées pour l'embêter n'est venue. Alors il est resté là, maladroit, et Alice n'avait pas l'air très impressionnée. Ce gars est stupide. Est-ce que je devais vraiment tout faire pour lui? Alors j'ai trouvé le plan C. J'ai décidé de la kidnapper. Je plaisante. En fait, je l'ai emmenée à la plage. Nous n'avions qu'une équipe du matin ce jour-là. Alors quand nous avons terminé, je l'ai attendue dehors. Dès que je l'ai vue, je l'ai tirée vers la voiture qui attendait et j'ai dit à mon chauffeur de partir. Elle n'était pas très contente et a menacé d'appeler les flics. Je lui ai dit de se détendre et de profiter de la journée parce qu'elle avait travaillé si dur. À la fin, elle a arrêté de crier et m'a dit qu'il y avait intérêt à avoir de la glace. Nous avons joué avec l'eau, trouvé des coquillages, vous savez, les trucs normaux de la plage. Son humeur s'est améliorée et je pouvais sentir qu'elle était plus à l'aise avec moi. Puis nous nous sommes assis sur le sable et nous avons regardé le coucher de soleil. J'ai vu Alice regarder sa montre puis me regarder. Il se fait tard. Est-ce l'heure de rentrer? Bien sûr, mais hey, que dirais-tu si la prochaine fois on t'achetait une nouvelle montre? La tienne est ancienne. Elle a secoué la tête. Non, pas mon problème, c'est mon père qui me l'a donnée. C'était un grand homme, mais quand j'avais 9 ans, il a commencé à boire. Une fois, il est rentré chez lui et a frappé ma mère. Il est parti après ça et je n'ai plus entendu parler de lui depuis. Après un bref silence, j'ai dit « Est-ce qu'il te manque ?» Elle avait l'air triste en disant « Oui, mais je sais pas si je lui pardonnerai. Chaque fois que je pense à lui, je regarde cette montre. Mon père a gravé mon nom dessus tout seul. » Je l'ai réconforté. « Ne pense pas trop. Je comprends ce que l'on ressent quand on perd un être cher. Ma mère est décédée quand j'étais petit. Je vis avec mon père, mais il ne me donne que de l'argent, au lieu de son temps. Il ne s'occupe pas de moi comme ta mère le fait pour toi. » Je l'ai regardée et elle m'a rendu un regard compatissant. J'ai soudainement senti mon cœur battre. Alice était une fille si gentille. Mais non, je me suis rappelé que je faisais ça pour Lucas. Nous nous sommes donc levés, nous sommes rentrés chez nous. J'ai demandé à mon chauffeur de la déposer chez elle, ce qui m'a permis de découvrir où elle vit.
Pour aller chez elle, nous devions passer par une ruelle très longue et sombre, alors j'ai une idée géniale. Je payerai des gars pour qu'ils se fassent passer pour des voyous et Lucas pourrait arriver et la sauver. Le héros et la demoiselle en détresse. Vieux jeu, mais ça réussit à tous les coups. Le jour de la fausse attaque est arrivé et je me suis caché derrière les bannes à ordures. J'ai vu Alice arriver et ensuite les deux voyous se sont montrés. Attends, qui étaient ces gars ? Ce n'étaient pas les gars que j'avais engagés. Soudain Lucas s'est précipité pour sauver Alice. Oh non, il ne savait pas que c'était de vrais voyous. Je l'ai vu se faire plaquer au sol. Je suis trop beau pour me battre, mais dans ces circonstances j'ai dû faire une exception. Alors j'ai sauté et j'ai donné des coups de karaté aux méchants. C'est à ce moment que mes hommes de main sont arrivés et m'ont aidé. Wow, quel bon timing. Lucas et moi avons ramené Alice à la maison avant d'entrer. Elle m'a regardé avec des yeux reconnaissants. Elle a dit « Merci beaucoup ». J'ai posé ma main sur l'épaule de Lucas et j'ai forcé un sourire. Oh pas du tout, je passais juste par là et j'ai vu ce brave type t'aider. Puis elle m'a souri et est rentrée dans sa maison sans le regarder une seule fois. Lucas a dit « Merci mon frère ». J'ai répondu « Je suis désolé mon pote, ça a encore foiré ». Et à ma grande surprise, Lucas a dit « C'est bon, je pense que je dois abandonner de toute façon. Je n'ai pas le courage de la revoir. » Mais j'ai pu voir la façon dont elle te regardait. Je sais que j'ai été vaincu. Mais tu as craqué pour elle, n'abandonne pas. Ne t'inquiète pas, lâcher prise ne signifie pas abandonner, mais plutôt accepter qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se réaliser. Et toi, donne-lui une chance et essaie d'être sérieux cette fois. C'est une fille bien. Cette nuit-là, j'ai pensé à ce que Lucas avait dit. Il s'est avéré qu'il avait raison, j'avais des sentiments pour Alice et je devais le lui dire. Le lendemain, je me suis approché d'elle après le travail et j'ai commencé à balbutier un tas de bêtises. Mais j'ai vu quelqu'un s'approcher de nous. Zoé. Elle m'a regardé et a dit « Eh bien, on dirait que tu as une nouvelle petite amie ?» Puis elle s'est tournée vers Alice. « Et fais attention avec lui, il aime bien piéger les filles puis les larguer. Ne l'aime pas trop, sinon il va appeler un flic chez toi et te larguer comme il l'a fait avec moi. » Alice m'a regardé fixement, l'air choqué. « C'est vrai ?» Puis quand je suis resté silencieux, elle a éclaté en sanglots. « Je savais que tu étais un con, mais j'ai quand même craqué pour toi. » J'ai essayé de la prendre dans mes bras pour la calmer, mais elle continuait à me repousser. Puis soudain, sa montre est tombée et j'ai entendu un bruit de craquement. J'avais accidentellement marché dessus. Je l'ai ramassée, elle ne fonctionnait plus. Elle m'a crié dessus. « Comment as-tu pu ? Tu savais combien cette montre comptait pour moi ?» Je ne savais pas quoi faire alors je me suis enfui. Je sais, je suis un con, mais j'allais réparer ça. En commençant par la montre. J'ai erré dans un marché d'occasion à la recherche d'un horloger et ma recherche m'a conduit à une maison appartenant à un homme grincheux. Il a d'abord refusé de m'aider, mais lorsque j'ai sorti la montre, il a regardé fixement et a dit qu'il m'aiderait à une condition. Le lendemain, j'ai donné la montre à Alice et lui ai demandé de me pardonner. Elle me l'a prise avec colère, mais en la regardant, elle semblait confuse quand elle a vu qu'elle était réparée. « Comment ?» m'a-t-elle demandé. Je suis allé voir quelqu'un et cette personne veut aussi s'excuser auprès de toi. Je lui ai fait signe de se retourner. L'horloger est sorti et le visage d'Alice s'est effondré. C'était son père. Elle lui a crié dessus. « Pourquoi es-tu là ?» Je savais que je devais désamorcer la situation, alors j'ai dit « Quand je suis allé réparer cette montre, il l'a reconnue et m'a supplié de l'aider à te parler. Il t'aime toujours autant. » Le père d'Alice a dit « Alice, je veux juste m'excuser auprès de toi et de ta mère. Ces 7 dernières années, je me suis senti si seul. S'il te plaît, pardonne-moi pour que je n'ai plus à vivre dans le tourment. » Ainsi, après une longue conversation, ils se sont finalement expliqués. Alice a accepté de pardonner son père seulement s'il allait chez elle et s'excuser auprès de sa mère. Quant à moi et Alice, eh bien, elle m'a timidement remercié après cela et bien sûr, elle m'a pardonné. Je lui ai dit que je l'aimais et elle a ri, m'a donné un coup de poing dans le bras puis elle m'a dit qu'elle m'aimait aussi. Donc nous sommes maintenant un couple officiel. Je suis peut-être un aimant à fille, mais je suis maintenant l'homme d'une seule femme. Ne vous inquiétez pas, mesdames, mon meilleur ami Lucas est toujours disponible pour des rencarts et c'est un bon parti. Parfois, dans la vie, nous faisons des choses dont nous ne sommes pas fiers. Mais honnêtement, si je devais revenir en arrière et tout recommencer, je ne changerais rien. Écoutez mon histoire et dites-moi si vous pensez que j'ai fait le bon choix. C'était un parcours de fou. Je m'appelle Delphine et j'ai grandi orpheline. Lorsque j'avais seulement 5 ans, mes parents ont été arrêtés car ils appartenaient à une sorte de mafia. Je n'avais pas de famille. Alors on m'a envoyée dans un orphelinat. J'étais trop jeune pour vraiment comprendre tout cela. Je pensais simplement que mes parents étaient tellement occupés par leur travail qu'ils n'avaient pas le temps de s'occuper de moi. Mais plus tard, j'ai compris que mes parents étaient de mauvaises personnes, qu'ils me frappaient souvent et qu'ils me privaient même de nourriture quand je faisais des bêtises. Au cours des 4 années suivantes, j'ai été adoptée par 3 familles différentes. Les 2 premières expériences ne se sont pas bien terminées et les familles m'ont renvoyée. Mais la 3e famille était vraiment gentille. Malheureusement, la chance n'était pas de notre côté. On a eu un accident de voiture. J'ai eu la chance de survivre, mais mes parents adoptifs n'ont pas survécu. J'étais dévastée et on m'a renvoyée à l'orphelinat.
Je ne comprenais pas pourquoi j'étais si malchanceuse. J'avais vraiment l'impression que l'univers me punissait. Les années ont passé et aucune autre famille ne m'a adoptée. Alors dès que j'ai eu 18 ans, je suis partie et j'ai décidé de recommencer ma vie toute seule. Mais ce n'était pas facile. Je n'avais pas eu de véritable éducation et je n'arrivais pas à trouver un travail décent. J'ai fait beaucoup de boulot au hasard, comme livreuse de pizza, distribuer des prospectus dans la rue et travailler un peu dans un supermarché. Mais l'argent n'était jamais suffisant. Je détestais l'admettre, mais il m'arrivait de voler des provisions au travail. Cependant, une fois, je me suis faite prendre et bien sûr ils m'ont virée. Ça craint. Comment pourrais-je tenir jusqu'à demain avec 2 $ dans mon portefeuille maintenant? J'ai dit à mon collègue Alice à quel point ma vie serait misérable sans ce travail. Puis Alice m'a souri et m'a dit qu'elle connaissait un autre moyen de gagner de l'argent. Elle m'a dit que ça se reproduirait une seule fois et que ce serait risqué, mais que l'argent serait suffisant pour me faire vivre pendant des années. J'étais impatiente d'en savoir plus. Mais vous ne croirez pas ce que c'était. Le travail consistait à kidnapper la fille d'une riche famille et à demander une rançon. Alice a dit que tout ce que j'avais à faire était de m'occuper de l'enfant pendant quelques jours dans un entrepôt abandonné. Et quand les parents auraient payé la rançon, ils renverraient l'enfant et je serais libre de partir avec tout mon argent. Je veux dire, ça avait l'air facile, non? Ce n'est pas comme si je l'avais kidnappée. Je prenais juste soin d'elle pendant quelques jours. C'était plus comme une babysitter. Donc, rien ne pouvait mal tourner, pas vrai? La petite fille s'appelait Louise et elle avait juste 2 ans. Ses parents, Monsieur et Madame Taylor, étaient connus et ils étaient très riches. Le plan était en fait très simple. Tous les dimanches, sa nounou l'emmenait au parc et c'est là qu'elle devait être kidnappée. Vous vous demandez probablement si ça a bien tourné. Eh bien, je ne suis pas en prison en ce moment, alors voilà. J'attendais dans l'entrepôt et ils ont amené Louise. Maintenant, tout ce que nous avions à faire était d'attendre. L'entrepôt était assez miteux, mais il y avait de quoi survivre. Au début, Louise a beaucoup pleuré et je n'arrivais pas à la calmer. J'ai essayé de lui faire écouter Baby Shark sur YouTube. Écoutez-le ou pas, ça a marché et elle a arrêté immédiatement. Dans la nuit, Alice a appelé pour dire que les parents de Louise refusaient de payer et que la police était impliquée. Oh mon Dieu! Et maintenant quoi? Ils ne pouvaient pas me laisser ici avec cette gamine. La seule option à laquelle Alice a pensé était que Louise et moi nous cachions dans la ferme de ses grands-parents pendant quelques années. Puis, quand l'affaire se serait calmée et que tout le monde l'aurait oubliée, nous pourrions laisser Louise devant un poste de police. C'était de la folie! Mais quel choix avais-je? Le visage de Louise figurait maintenant sur tous les journaux et les pages web, sans parler du fait que je ne savais rien de l'éducation d'un enfant. Quel désastre! Mais hé, au moins j'aurais pu déménager dans une ferme. Donc, le lendemain matin, le cousin d'Alice, qui transporte les légumes de la ferme à la ville, est venu nous chercher et nous a conduits en toute sécurité à la ferme. C'était parfait, parce que les grands-parents d'Alice n'avaient pas de télévision ni d'internet, donc ils ne savaient rien de l'enfant disparu. Alice leur a dit que j'étais une mère célibataire et que je n'avais nulle part où vivre. Alors, ils nous ont chaleureusement accueillis et ont dit qu'en échange, je pourrais les aider à la ferme. Ces premières semaines ont été une torture. Louise était si méchante. Chaque fois que je lui donnais à manger, elle jetait sa nourriture autour d'elle. Et une fois, elle a jeté un bol de soupe chaude sur ma tête. Après ça, j'ai été tentée de la laisser crever de faim. Je ne pouvais pas la supporter. Pour être honnête, je la détestais. Je regrettais tellement de m'être impliquée dans cette histoire à chaque fois que je voyais son visage. Mais un soir, elle était allongée sur le lit à côté de moi et j'étais impressionnée. Je suis allée la réveiller pour la descendre pour la dîner et elle était brûlante. J'ai commencé à paniquer. J'ai cherché un thermomètre et sa température était de 39 degrés. Je devais faire baisser sa fièvre. J'ai demandé aux grands-parents d'Alice de m'aider à acheter des médicaments pour elle. Je paniquais sérieusement, car elle tremblait maintenant. Je l'ai prise dans mes bras et j'ai réalisé que j'allais protéger cette petite fille quoi qu'il arrive. Elle avait l'air si innocente et j'ai senti mon cœur s'ouvrir à elle. Nous avons dû nous endormir, car je me suis soudainement réveillée 1 heure plus tard et j'ai été soulagée de voir que sa température était redevenue à la normale. Après cela, je me suis sentie plus proche de Louise. Et honnêtement, elle était plutôt mignonne. Bientôt, je cousais ses petites robes et je cuisinais ses plats préférés. Nous avions en fait beaucoup de choses en commun. On aimait toutes les deux les macaronis au fromage. On détestait les carottes et on était accros au chocolat. Très vite, 1 année s'est écoulée. Et Louise a commencé à parler. Et puis, elle a commencé à chanter. Et oh les gars,
Elle est la chose la plus adorable qui soit. Et puis un jour, elle s'est tournée vers moi et m'a dit « Maman, j'ai presque pleuré, je me sentais si heureuse. » Mais ce n'était pas bien, je devais la rendre à ses parents. Elle ne méritait pas de vivre une vie loin d'eux, comme j'ai dû la vivre moi loin des miens. Alors, j'ai fait quelque chose de fou. J'ai vu que les parents de Louise cherchaient une femme de ménage à temps partiel. Alors j'ai utilisé un faux nom et j'ai postulé pour le job. Je voulais savoir si c'était sûr de rendre Louise sans me faire prendre. Mais il a été immédiatement clair que quelque chose n'allait pas. C'était comme si elle ne leur manquait pas. Je veux dire, imaginez si votre enfant avait été kidnappé. Vous pleureriez sûrement beaucoup, non? Cette famille était différente. Tout ce qu'ils semblaient faire était de travailler. C'était si facile de se faufiler dans leur maison. Ils partaient au travail à 9h tous les matins et ne revenaient qu'à 19h. La chose dont je devais me méfier était Madame Roberts, la gouvernante. Un jour, je cherchais la chambre de Louise pour voir si je pouvais prendre certains de ses jouets. Mais je ne la trouvais nulle part. Il n'y avait pas une seule pièce qui ressemblait à celle d'un enfant de 2 ans. Avait-il vraiment déjà rangé sa chambre? Ou ils ont juste abandonné tout espoir? Alors, j'ai décidé de fouiller le sous-sol et, pote, j'ai trouvé une boîte pleine de jouets. Mais ce n'était pas la seule chose qui s'y trouvait. Il y avait aussi une photo froissée. Curieux, je l'ai dépliée et j'ai vu une petite fille sur la photo. J'ai gelé. Cette petite fille n'était pas Louise. Elle avait environ 5 ans et me semblait familière. C'était comme si je l'avais déjà vue auparavant. Est-ce possible? Est-ce que c'est moi? Mais pourquoi les parents de Louise avaient-ils une photo de moi? Soudain, Madame Roberts est apparue et a dit « Qu'est-ce que vous faites ici? Je savais qu'il y avait quelque chose de louche chez vous. Je vais appeler Madame Taylor. » Elle a rapidement pris son téléphone et était sur le point de composer son numéro. Je le lui ai pris, mais cette vieille dame était forte. Nous nous sommes battus pour son téléphone. Puis elle m'a lâché. Elle a eu un air choqué et m'a pointé du doigt d'une voix tremblante. Elle a dit « Tu es Delphine, n'est-ce pas ?» J'étais stupéfaite. Comment connaissait-elle mon vrai nom? Oh mon Dieu, elle devait savoir que j'avais kidnappé Louise. J'étais probablement sur le point d'aller en prison. Mais elle a continué à parler, et j'ai cru que j'allais m'évanouir. Les parents de Louise étaient aussi mes parents biologiques, ce qui faisait de Louise ma sœur. Madame Roberts m'avait reconnue parce qu'elle avait vu la cicatrice sur mon bras, qu'elle disait que j'avais eue en tombant d'un arbre. Elle travaillait pour ma famille avant même ma naissance. Mais ensuite, elle a dit quelque chose qui m'a choquée encore plus. « Ne reviens pas dans cette famille, Delphine. S'il te plaît, c'est pour ton propre bien. Si tu restes, tu seras en danger, comme la pauvre petite Louise. Il ne se souciait pas du tout d'elle. Il la laissait souvent mourir de faim. Et puis elle a été kidnappée. Ils n'ont même pas pris la peine de la chercher. Ils sont cruels et sans cœur, et tout ce qui les intéresse, c'est de faire de l'argent. Avoir un enfant pour eux n'était qu'une partie de la couverture pour leurs affaires illégales. J'espère vraiment que Louise est dans un endroit plus sûr maintenant. Tout est mieux que cette famille. Oh mon Dieu, c'était vraiment fou! Après toutes ces années, j'avais enfin retrouvé mes parents. Mais au fond de moi, je savais que Madame Roberts avait raison. Si Louise et moi revenions, nos vies seraient un enfer. Avant de quitter la pièce, j'ai posé une dernière question à Madame Roberts. Mes parents m'ont-ils cherché quand ils sont sortis de prison? Madame Roberts a secoué la tête avec tristesse. Mais soyons honnêtes, je connaissais la réponse avant même de la poser. Alors, je suis retournée à la ferme et j'ai continué à m'occuper de Louise. Maintenant que je savais qu'elle était ma sœur, je l'aimais encore plus. Je me suis promis de lui donner la vie qu'elle méritait. Cela fait 10 ans maintenant, et on s'en sort très bien. Nos parents ont un peu cherché Louise, mais seulement pendant 1 mois. Puis, ils ont abandonné. Madame Roberts avait raison. Ils ne se souciaient pas de Louise, ni de moi d'ailleurs. Quand on s'est sentis en sécurité, Louise et moi avons déménagé au Canada. J'ai commencé à travailler dans différents endroits, et j'ai même pris quelques cours. Il s'avère que j'ai une passion pour les plantes, ce que je dois autant passer à la ferme. J'ai donc ouvert un petit magasin de plantes, et les affaires marchent très bien. Louise est ma motivation, et c'est grâce à elle que je travaille si dur et que je continue de me battre pour nos vies. Maintenant, nous sommes plus heureuses que nous ne l'avons jamais été. Quand Louise aura 18 ans, je lui dirai tout. Mais pour l'instant, je vais la laisser penser que nos parents ne sont pas de gens méchants et qu'ils sont juste occupés à travailler dans un autre pays. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord que j'ai fait le bon choix? Je pense que oui.
Avez-vous déjà eu l'impression que votre famille est maudite? Je vis avec ma grand-mère, ma mère et ma grande sœur. Je suis entourée de femmes, mais pas un seul homme. Ça doit être une malédiction parce que mes grands-parents ont eu un mariage terrible. Et le mariage de mes parents aussi avait été un vrai fiasco. Donc ça a rendu ma mère et ma grand-mère super allergiques aux hommes. Elles pensaient que tous les hommes étaient dangereux. Et nous avertissaient toujours, ma sœur et moi, de ne pas nous approcher des garçons. Au fait, je m'appelle Myriam, et ma sœur s'appelle Axel. C'est la gentille qui écoute toujours ce que disent maman et grand-mère. Et je suppose qu'on peut dire que moi, je suis l'enfant rebelle. La plupart de mes amis étaient des garçons. Mais bien sûr, ma famille ne le savait pas. Chaque fois que je parlais de mes amies, je prétendais qu'elles étaient toutes des filles. Sinon, ma mère me tuerait probablement. Même si j'étais entourée d'amis masculins, quand il s'agissait d'amour, c'était une toute autre histoire. J'étais en fait assez timide à ce sujet. Peut-être que ma mère et ma grand-mère avaient vraiment une influence sur moi, car chaque fois qu'un garçon me disait que je lui plaisais, je ne le croyais pas. Une fois, au collège, j'ai presque cru un garçon. Il disait qu'il était fou amoureux de moi et qu'il serait même prêt à mourir pour moi. Il s'asseyait littéralement devant notre porte d'entrée du matin au soir, attendant que j'accepte d'être sa petite amie. Mais il n'a pas pu échapper à la colère de ma mère. Quand elle l'a surpris, elle lui a jeté un seau d'eau et il s'est immédiatement enfui. Il est clair qu'il ne voulait pas mourir pour moi. Il y a eu d'autres garçons qui disaient aussi qu'ils ne pouvaient pas vivre sans moi, mais je les vois toujours se balader en vie et en bonne santé. Donc je suppose que ma mère et ma grand-mère avaient raison. Les hommes sont une bande de menteurs. Mais il y avait toujours des exceptions. Et mon exception était Samuel. Oh, le rêveur Samuel. Je l'ai rencontré dans un magasin de disques. Et nous sommes allés chercher le même disque exactement au même moment. J'ai eu le coup de foudre dès le premier regard. Tous ces avertissements sur les garçons ont quitté ma tête. Et je pouvais à peine voir. Mes yeux s'étaient transformés en émojis de cœur. La suite a marqué l'histoire. Nous sommes tombés amoureux l'un de l'autre. Nous sommes devenus un couple. Et j'ai fini par trouver le courage de le ramener à la maison. Je parie que personne ne pourrait refuser un gars aussi mignon, y compris ma grand-mère et ma mère. Je ne savais pas que je l'invitais en fait dans la fosse au lion. Dès qu'il est entré dans notre maison, il a fait un câlin à ma grand-mère et il a dit « Vous devez être la mère de Myriam, je vois d'où elle tient sa beauté. » Puis il s'est tourné vers ma mère et a dit « Salut Axel, t'es encore plus jolie que sur les photos. » Mais c'est alors qu'Axel est apparu. Et Samuel a réalisé qu'il n'avait pas prévu que j'aurais une grand-mère et une mère aussi jeunes et aussi belles. Ma mère et ma grand-mère ont essayé de cacher leur amusement. Et Samuel m'a fait un clin d'œil. Oh là là, il était rusé. Au milieu du dîner, quand Samuel est allé aux toilettes, j'ai remarqué que ma mère et ma grand-mère se souriaient l'une à l'autre. Elles préparaient quelque chose. Et si elles avaient mis quelque chose dans la nourriture? Je ne leur faisais pas confiance. Alors je leur ai demandé ce qui se passait. Mais elles m'ont souri gentiment et m'ont dit « Rien, ma chérie !» J'ai pris une bouchée de sa purée de pommes de terre et c'était tellement salé. Je leur ai demandé pourquoi elles avaient fait ça. Et ma grand-mère a répondu « Nous voulons juste voir s'il est un menteur comme tous les autres hommes, chérie. Voyons s'il choisira d'être un homme poli ou honnête. » Quand Samuel est revenu, ma grand-mère lui a demandé s'il aimait sa cuisine. Et il a répondu « C'est délicieux, merci. Ça me plaît que tu ne te prives pas de sel. Ça fait vraiment ressortir les saveurs naturelles de la pomme de terre. » Ha! Ça c'est mon mec. Bien joué, Samuel. Ma grand-mère et ma mère n'ont pas arrêté leur farce pour autant. Elles étaient déterminées à ridiculiser Samuel. Ma mère lui a demandé de l'aider à prendre le dessert dans le frigo. Et elle a mis une fausse araignée en plastique sur le gâteau. Elle voulait manifestement lui faire peur. Mais il n'est pas tombé dans le panneau. Il l'a juste enlevé et l'a laissé sur la table. Et après le dîner, ma grand-mère lui a demandé s'il voulait se joindre à elle pour fumer. Mais il a poliment refusé. Il était clair qu'il n'allait pas trouver ses faiblesses aussi facilement. Quand nous avons fini de dîner, Axel est monté dans sa chambre. Peu après, ma grand-mère et ma mère ont soudainement dit qu'elles avaient entendu quelqu'un appeler dehors. Alors elles se sont levées et sont sorties pour vérifier. Je pouvais voir leur visage frustré, car elles ne trouvaient aucune raison d'interdire mon histoire d'amour avec Samuel. Elles devaient donc sortir pour discuter. J'ai dit à Samuel d'attendre dans la cuisine pendant que j'allais les espionner. Mais dès que je suis entrée dans le couloir, toutes les lumières se sont soudainement éteintes. Et j'ai entendu quelqu'un défoncer la porte. J'étais tellement paniquée que j'ai poussé des cris incontrôlables. Et je n'ai pas pu m'empêcher de trembler, de me tenir la tête et de crier à l'aide. J'avais tellement peur. Mon Dieu, j'ai même entendu un bruit comme celui d'un pistolet qu'on charge. Étions-nous sur le point d'être cambriolés?
Je suis restée là, figée sur place. J'étais terrifiée. Mais ensuite, j'ai senti une main sur mon épaule et j'allais mourir de peur. Mais heureusement, ce n'était que Samuel. Il m'a approché de lui tout en tenant quelque chose comme un bougeoir. Puis il était sur le point de me laisser là pour faire face à celui qui avait causé ça. Mais j'avais tellement peur que je l'ai serré très fort et j'ai fondu en larmes. Soudain, la lumière est revenue. Et après avoir été éblouie pendant un moment, j'ai remarqué que ma mère et ma grand-mère se tenaient juste là devant moi. Ma grand-mère a crié « Qui es-tu » Je savais pas de quoi elle parlait, alors j'ai levé les yeux vers Samuel et j'ai sursauté. Oh, c'était pas Samuel, c'était un inconnu. J'ai couru vers ma mère et j'ai dit « C'est un voleur, il a une arme !» Ma grand-mère a rigolé et a dit « Il n'y a pas de voleur, idiote. C'était juste un test pour ton petit ami. On voulait voir s'il était courageux. » Puis ma grand-mère a regardé vers la cuisine et Samuel était là, replié sous la table. Vraiment ? Comment maman et grand-mère voulaient-elles qu'ils réagissent dans une situation aussi dangereuse ? Bref, c'était tellement gênant de le voir comme ça. Mais attendez, qui était cet inconnu ? Soudain, il a parlé et a dit « En fait, je suis Baptiste, le petit ami d'Axel. » Ma mère et ma grand-mère ont été choquées. Ma mère a crié à l'étage « Axel, descends tout de suite !» Eh bien, c'était gênant. Il s'est avéré que Baptiste et Axel sortaient secrètement ensemble depuis plus d'1 an. Il avait même une échelle de corde qu'il utilisait pour monter dans sa chambre chaque week-end. Je n'arrivais pas à le croire. J'ai lancé un regard vers Axel. Tout ce temps, j'ai cru que cette jeune fille était innocente et qu'elle lisait dans sa chambre, alors qu'en fait, elle faisait semblant de croire à tout ce que maman et grand-mère disaient et qu'elle se faufilait avec un petit ami derrière notre dos. Bien qu'on ne puisse pas nier que Baptiste était un bon gars. Dès que les lumières s'étaient éteintes, il avait caché Axel dans un coin et était descendu pour enquêter et s'occuper de moi, sans se soucier du danger. Pauvre Samuel, il n'avait pas réussi ce test-là. Mais je ne pouvais pas lui en vouloir. Quant à ma mère et ma grand-mère, elles étaient tellement choquées qu'elles ne pouvaient même pas parler. Axel leur a demandé d'accepter Baptiste et de leur donner la permission officielle de sortir ensemble. Mais ma mère et ma grand-mère l'ont simplement ignoré et sont allées dans leur chambre. Après ça, Baptiste était souvent là. Mais ma mère et ma grand-mère l'ont traité de la même façon qu'elle l'avait fait avec Samuel, en n'arrêtant pas de le tester. Un soir, elles ont même fait un test pour voir s'il était intelligent. Et elles ont même envoyé de faux messages sur le téléphone de Axel en prétendant être un autre gars pour voir s'il serait jaloux. Mais il n'est pas tombé dans le panneau. Axel et lui formaient un couple solide. Pauvres Baptiste et Samuel, ils n'avaient pas de répit. Ma mère et ma grand-mère disaient constamment que Samuel était un lâche et que Baptiste était sournois. Et elles étaient si grossières avec eux. J'ai réalisé qu'aucun homme ne pourrait jamais les satisfaire. Leur passé les hantait toujours et leurs préjugés étaient si extrêmes. Mais peu importe à quel point elles détestaient nos petits amis, Axel et moi n'allions pas abandonner. L'anniversaire de ma grand-mère est arrivé. Et Axel et moi avions dit que nous avions un gros cadeau pour elle. La réponse de grand-mère a été « Les filles, le seul cadeau que je veux maintenant, c'est que vous larguiez toutes les deux vos petits amis. C'est la seule chose qui me rendra heureuse. » Axel a souri et a dit « Bien sûr, grand-mère, tout ce que tu veux. » Puis elle a sorti un test de grossesse et a dit « Mais grand-mère, je vais avoir un bébé avec Baptiste, mais si ça peut te faire plaisir, je romprai avec lui et j'élèverai le bébé toute seule, comme tu as élevé maman et comme maman a élevé Myriam et moi. » Ma mère et ma grand-mère semblaient sur le point de s'évanouir. Et avant qu'elle ne puisse en dire plus, j'ai continué. Samuel et moi aussi allons rompre, même si je veux que vous sachiez à quel point je l'aime. Si tu préfères que je sois seule pour le reste de ma vie, je le ferai. Parce que, comme tu le dis toujours, les hommes sont du poison. En fait, j'ai décidé d'entrer au couvent. Je quitte l'école et je pars pour le monastère la semaine prochaine. À ce moment-là, ma mère a fondu en larmes et m'a pris la main en disant « Bébé, non, ne choisis pas un chemin si solitaire, reste avec nous. » Ma grand-mère pleurait aussi et prenait Axel dans ses bras en disant « Chérie, ne sois pas stupide. Ton bébé ne peut pas grandir sans père. Baptiste est un type formidable. Ne m'écoute pas, il est génial. Je suis tellement désolée. » Donc voilà, Axel et moi sommes toujours avec Baptiste et Samuel. Et nous ne pourrions pas être plus heureuses. Maman et grand-mère ont fini par les accepter. Et j'ose le dire, elles sont même gentilles avec eux maintenant. Il y a juste un petit problème. Comment Axel va-t-elle expliquer le fait que son ventre ne grossit pas ? Wink wink. On dirait que ma mère et ma grand-mère ne sont pas les seules à savoir tester les gens. Ça doit être dans nos veines. Souhaitez-nous bonne chance.
Hey, je m'appelle Gabriel, j'ai 23 ans. Je viens de Hambourg et j'ai une question. Vous devez avoir entendu parler de la K-pop, n'est-ce pas? Alors y a-t-il des fans de K-pop parmi vous? Bien sûr que j'en suis un. Pour être plus précis, je suis un ARMY, un vrai stan de BTS. Oh, et pour ceux qui ne le savent pas, stan est un mot familier pour dire que vous êtes un grand fanatique de quelque chose. Quoi qu'il en soit, je peux dire fièrement que je suis obsédé par la K-pop. Et c'est tellement amusant, n'est-ce pas? Mais tout le monde ne comprend pas cela. En fait, voici mon histoire sur la façon dont les gens m'ont traité parce que je suis un fanboy. Et c'est devenu assez dramatique. Les gens pensent toujours que nous aimons la K-pop juste parce que les stars sont belles. Mais non, ce n'est pas seulement ça. Sérieusement, je parie que ceux qui détestent la K-pop ne l'y ont même pas écouté proprement. Alors, vous qui détestez la K-pop, écoutez-moi et je vais commencer par remonter jusqu'au moment qui a changé ma vie, lorsque j'ai découvert la K-pop pour la première fois. Tout a commencé lorsque ma camarade de classe Rose regardait ce clip vidéo intitulé Dope pendant la récréation. J'ai été curieux et je l'ai rejoint. Et oh là là, je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi impressionnant. Le tournage, la chorégraphie, c'était fantastique. Je n'arrivais pas à me sortir la chanson de la tête, et la vidéo était tellement amusante à regarder. Il n'avait pas besoin de filles sexy ni de super bagnoles pour la rendre accrocheuse. Ce n'est que du pur talent. Après cela, j'ai commencé à écouter davantage du K-pop, et je suis devenu un fan de plusieurs groupes, mais BTS est toujours mon unique véritable amour. Je les aime, et ça ne me dérangerait pas de les partager sur mon Instagram, qui m'aide aussi à me faire des amis parmi beaucoup d'autres ARMY du monde entier. Surtout des filles, mais aussi beaucoup de gars, et ils m'envoient souvent des messages pour me dire à quel point ils m'admirent pour être aussi ouverts qu'à mon amour pour la K-pop. Ils m'ont dit qu'ils aimeraient avoir le même courage que moi, car beaucoup d'entre eux se sont fait ridiculiser parce qu'ils aimaient les artistes masculins coréens. C'est ridicule. Nous sommes en 2021. Nous pouvons aimer qui nous voulons, et nous ne devrions pas avoir à taire nos passions. Cependant, je comprends parfaitement ce qu'ils ont ressenti. Je suis passé par là et c'est dur. Une fois au lycée, j'étais tellement content de montrer à Rose mon nouvel album de BTS. Nous hurlions et crions, tandis que je parcourais soigneusement chaque page comme si c'était mon bien le plus précieux. Quand un sportif est passé avec son équipe et me l'a arraché des mains, puis il a dit « C'est quoi ce magazine pour ados ? Ils avaient tous eu des recours à la chirurgie plastique, n'est-ce pas ?» Puis un autre type a dit « Pourquoi tu aimes ces types ? T'es gay ou quoi ?» Puis ils sont partis en riant. J'étais tellement en colère que je voulais le jeter si loin de la terre que même Google ne pourrait pas le trouver. Mais je ne pouvais rien faire. Ils étaient bien plus grands que moi et me réduiraient en miettes si j'essayais. Alors j'ai trouvé une meilleure idée. J'ai commencé à aller au gym. Je voulais être musclé comme John Cook. Comme ça, je n'aurais plus peur des losers qui s'en prennent à moi et mes amis. Oh, et au fait, je ne suis pas gay. C'est juste une autre chose que nous, les fanboys, devons gérer. Il n'y a rien de mal à être gay. Mais supposer que je le suis parce que j'aime la K-pop est stupide. La K-pop est pour tout le monde. Quoi qu'il en soit, après le lycée, les choses s'amélioraient car les gens au collège étaient moins curieux. Nous avions tous grandi, et vous ne croirez pas à quel point j'étais devenu musclé. Les filles ont commencé à s'intéresser à moi, mais il n'y avait qu'une seule fille pour laquelle j'avais du béguin. Elle s'appelait Alice, et elle était très mignonne. Cependant, il y avait juste un petit problème. Et par petit, je veux dire énorme. Elle n'aimait pas la K-pop. Une fois alors qu'on étudiait, elle s'est assise plus près de moi et m'a demandé avec un sourire « Qu'est-ce que tu écoutes ?» Puis elle a pris une de mes oreillettes. « Qu'est-ce que c'est, une sorte de chorale ?» Puis elle s'est mise à lire avec un regard dégoûté. « Quoi ? C'est mon parti pris, hein. Rap Monster pétait le feu. Je ne savais pas qu'elle était de si mauvais goût. Mais j'ai laissé passer cette fois-ci puisque je ne voulais pas en faire toute une histoire à la bibliothèque. Après ça, les choses ont repris et sa haine pour la K-pop est devenue plus évidente. Chaque fois que j'en parlais, elle roulait les yeux et changeait de sujet. Et quand les nouveaux clips sortaient et que j'avais hâte de lui montrer, elle se contentait de les faire défiler sur son téléphone et de les ignorer. À part ça, elle était toujours si gentille, et on a continué à sortir ensemble. Mais nous n'aurions pas dû. Une fois nous traînions au centre commercial et c'était un jour assez spécial pour moi car c'était l'anniversaire des débuts de BTS. J'étais si content et j'avais même mis mon sac à bandoulière BTS avec un porte-clés Koya pour compléter le look. Je trouvais que j'avais l'air très cool, mais Alice a éclaté de rire quand elle m'a vu et m'a dit « Oh mon Dieu, tu as emprunté le sac à ta sœur ou quoi ?» J'ai essayé de lui expliquer et lui ai dit « Non, c'est le mien et c'est mon bébé Koya. » Mais elle m'a juste coupé et a roulé des yeux en disant que nous serions en retard pour le cinéma. Elle a un peu cassé mon ambiance, mais c'était la journée des BTS, alors je ne voulais pas que quelque chose le gâche. On faisait la queue pour acheter du popcorn quand j'ai senti quelqu'un me taper sur l'épaule.
Excusez-moi, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer votre koya. Êtes-vous peut-être un army ?» Et j'ai terminé sa phrase par un cri. On était tellement contents qu'on a parlé dans un charabia que seuls les armies pouvaient comprendre. Il s'est avéré que J-Hop était son idole, et qu'il s'appelait Louis. Puis il m'a même offert des cartes photos qu'il venait d'imprimer. J'étais tellement plongé dans la conversation avec lui que j'ai oublié qu'Alice était là. Jusqu'à ce que Luis lui dise « Oh hey, c'est qui ton idole ? Je ne pourrais avoir des cartes pour toi aussi. » Alice a pris un air offensé et a dit « Vous êtes malade ? Quelle paire de tarés ! J'en ai assez de ces trucs de K-pop. » Puis elle est partie en trombe. Nous sommes restés abasourdis. Mais bon, si elle ne pouvait pas respecter mon hobby et m'aimer pour ce que je suis, alors très bien, bon débarras Alice. Après cela, Louis et moi sommes allés dans un café pour parler de tout ce qui concerne BTS. Et jusqu'à ce jour, nous sommes toujours bons amis, et je suis reconnaissant d'avoir mis un terme à ma relation avec cette horrible fille. Après cette relation, j'ai laissé ma vie amoureuse un peu de côté, car j'étais occupé à regarder des vidéoclips en streaming, à voter pour BTS lors des remises de prix, et à suivre tout leur contenu en plus de mes études. J'étais parfaitement heureux de vivre ma petite vie de fanboy, sans aucune fille. Mais un jour, tout a changé. J'étais dans le bus pour aller en cours, car je ne me sentais pas assez bien pour conduire après une nuit blanche à regarder un live stream de BTS. J'ai dû m'assoupir parce qu'à l'instant d'après, je me suis réveillé et je m'appuyais sur l'épaule d'une fille. Je me suis rapidement excusé auprès d'elle, et elle a simplement ricané. Puis j'ai regardé de plus près et, oh mon Dieu, je n'avais jamais rencontré une aussi belle fille dans ma vie. Elle était comme un mélange de 4 membres de Blackpink. Heureusement, j'étais assez intelligent pour lui demander son numéro et lui proposer de lui offrir une boisson pour me faire pardonner d'avoir presque bavé sur son épaule. Après la classe, nous nous sommes rencontrés dans un Starbucks et nous avons immédiatement sympathisé. Son nom était Emma et elle était si intelligente et jolie. Je devais la séduire pour qu'elle devienne ma petite amie. J'ai donc décidé de changer un peu de tactique. J'attendrai un peu avant de lui dire que j'étais un fanboy, et je me suis plutôt appliqué à en savoir plus sur elle d'abord et à lui faire comprendre qu'elle me plaisait vraiment. Puis au moment opportun, je partagerai avec elle ma passion pour la K-pop. Très vite, nous sommes devenus très proches et nous faisions tout ensemble, et j'ai finalement senti que le moment était venu. Je l'ai raccompagnée chez elle et j'ai décidé de mettre ma playlist de K-pop. À ma grande surprise, elle a semblé intéressée et m'a demandé ce que c'était. Je lui ai dit à quel point j'aimais ça, puis je lui ai demandé nerveusement « Ça ne te fait vraiment rien parce que d'habitude, quand je le dis aux gens, ils se moquent de moi. » Elle a juste souri et a dit « Ok, maintenant c'est mon tour. » Puis elle a mis du death metal, ce qui m'a presque fait dresser les cheveux sur la tête. Elle a ri et a dit « Je sais ce que tu ressens, le death metal n'est pas non plus la tasse de thé de tout le monde. Mais bon, on a le droit d'aimer ce qu'on veut, non ? Je respecte le fait que tu aimes la K-pop. » Oh mon Dieu, Emma pourrait-elle être plus parfaite ? J'ai hâte de lui montrer ma chambre aussi. Mais de façon inattendue, la nuit où je l'ai invitée, son visage a changé quand elle a vu tous mes posters et mes merch. Je lui ai montré mes collections, mes poupées, mes photos, mais elle s'est contentée de sourire et de me fixer. Puis elle a pris sa main et a dit « Gabriel, c'est vraiment cool. Mais tu ne penses pas que c'est peut-être un peu trop ? Je sais que tu les aimes, mais tu devrais peut-être commencer à dépenser ton argent pour des choses concernant ton avenir aussi. » Puis elle m'a dit qu'elle voulait rentrer à la maison. Je ne peux pas nier que j'ai été blessé. Mais je savais que c'était la bonne fille pour moi, et qu'elle avait juste besoin d'un peu de temps pour comprendre que c'était plus qu'un simple hobby pour moi. J'étais donc déterminé à lui faire aimer la K-pop. J'ai commencé à lui envoyer des chansons, à lui recommander des émissions coréennes à regarder. Une fois, j'ai même prétendu que je l'emmenais en pique-nique. Mais je l'ai emmenée à Army Fest. Emma s'est laissée faire, mais elle ne semblait toujours pas intéressée. Puis la meilleure des nouvelles est arrivée. J'ai découvert que BTS allait donner un concert à Londres. Je voulais absolument y aller et j'ai parlé à Emma de prendre l'avion pour le concert. Mais elle a dit « Gabriel, n'est-il pas le même jour que notre concours de marketing ? Il y aura des chasseurs de tête là-bas. Et tout, tu ne peux pas le manquer. C'est ta chance de décrocher un bon emploi. » Je m'en fichais et j'ai répondu en plaisantant « Mais j'ai attendu de les voir toute ma vie. C'est un rêve qui se réalise. Qui a besoin d'un travail quand on a BTS ? Je vais à Londres, bébé. » Mais Emma n'a pas ri. En fait, elle s'est mise en colère et a commencé à me crier dessus en me disant que j'étais si immature et que si je ne grandissais pas bientôt, elle ne pourrait plus être avec moi. Elle a même pleuré en disant qu'elle avait besoin d'un homme responsable qui pensait à son avenir et elle est partie en courant. Après ça, c'était silence radio. J'étais coincé dans un dilemme. C'était mon plus grand rêve de voir BTS en concert. Mais pourquoi je me sentais si mal ? J'ai décidé d'attendre quelques jours pour réfléchir et j'ai fini par réaliser qu'il y aurait d'autres concerts, n'est-ce pas ? Je ne pouvais vraiment pas rater le concours. Je veux dire, comment pourrais-je soutenir BTS sans argent ? J'avais besoin d'un travail. Alors même si cela a brisé mon cœur de fan, j'ai dit à Emma que j'allais laisser tomber le concert cette fois-ci et aller au concours. Emma a immédiatement souri et a dit « Vraiment ?
Je suis si fier de toi, Gabriel. Puis elle m'a donné un gros bisou, et je me suis rappelé que cela en valait la peine, et qu'au moins j'avais toujours ma petite amie. Mais soudain, Emma a recommencé à parler. Gabriel, il y a quelque chose que je dois te dire. En fait, le professeur Dubois m'a dit que le concours a été reporté temporairement. Donc c'était juste un test. Puis elle a dit qu'elle voulait juste voir si je pouvais trouver mes priorités. Elle aimait ma passion pour la K-pop, mais tout doit être équilibré et elle voulait s'assurer que je prenais les autres parties de ma vie aussi sérieusement que la K-pop. Puis elle m'a tendu son téléphone et m'a dit « Regarde, je n'arrivais pas à y croire. C'était 2 tickets pour le spectacle de BTS. Elle les avait achetés pour moi. J'étais si heureux que j'ai fondu en larmes et je n'ai pas pu m'empêcher de les serrer dans mes bras. Je pensais que c'était le plus beau moment de ma vie, mais le concert de BTS l'était encore plus. Surtout qu'Emma était à mes côtés. Nous sommes toujours ensemble et devinez quoi? Elle a même pris parti pour Jin maintenant. Elle est vraiment la fille parfaite pour moi et j'ai hâte de passer ma vie avec elle. Si en 2031 vous voyez une famille de 4 personnes crier à tue-tête un concert de BTS, il y a de fortes chances que ce soit moi, Emma et nos futurs enfants. Ne soyez pas timide, venez dire bonjour.